je fais la conférence d'ouverture, donc je vais faire un certain nombre de rappels fondamentaux qui pourront rester peut-être un petit peu en filigrane des propos qui suivront. Mais ce qui est sûr et certain d'emblée, c'est que la honte et la culpabilité renvoient à l'axe psychopathologique de nos réflexions. Et ça, vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement important à redire, parce que toutes les personnes qui sont là, évidemment, en sont convaincues de l'importance de la psychopathologie. C'est donc pas vous que je dois convaincre, mais autour de nous, il faut vraiment avoir ce message que la psychopathologie est en très grand danger en ce moment. Donc c'est bien qu'on se retrouve sur des thèmes comme ça. En faculté de psychologie, ce concept est encore évoqué. En faculté de médecine, je vous assure que, pour ainsi dire, un médecin peut finir ses études de médecine sans avoir même entendu le mot. Alors ceux qui vont faire des études de psychiatrie, peut-être pas, mais un médecin de médecine générale finit ses études sans avoir entendu même le concept de psychopathologie, comme si c'était quelque chose d'absolument démodé et à mettre aux oubliettes ou à ranger dans le placard. C'est vraiment dramatique, parce que c'est un concept éminemment moderne, et d'ailleurs il ne faut plus parler de la psychopathologie, mais des psychopathologies. Il se trouve que la psychopathologie psychanalytique est sans doute la plus ancienne historiquement, et celle qui s'est le plus se développer, mais aujourd'hui il y a une psychopathologie de l'attachement, il y a une psychopathologie systémique et familiale, c'est évident, il y a une psychopathologie cognitive, et puis il y a même une psychopathologie qu'on appelle développementale. Tout ça est épistémologiquement très moderne, et c'est un trésor très précieux, parce que le défi de la psychopathologie et de ses différentes composantes, c'est d'essayer d'essayer sans relâche de nouer les déterminants internes, les vulnérabilités, les fragilités d'un enfant ou d'un sujet avec ce qu'il rencontre à l'extérieur. C'est le plus difficile, mais c'est le plus passionnant. Sinon on clive les choses. Le clivage est vraiment notre ennemi public numéro 1, et on a deux versions de la psychiatrie extrêmement réductrices, soit purement neurodéveloppementale et organique et endogène, soit purement traumatique et réactionnelle, ce qui ne suffit absolument pas à rendre compte des réflexions que nous devons avoir, aussi bien dans le champ de la clinique que dans le champ de la thérapeutique. Voilà, donc nous tous, à travers ces journées-là, je crois qu'il faut il y a une militance, il y a une espèce de devoir de soutenir l'axe psychopathologique de nos réflexions, et dans toute cette période où il y a un nouveau plan santé, où il y a un plan développement et stratégie autour de l'autisme, je vous assure que ce ne sont pas des vains mots, il y a vraiment des enjeux tout à fait capitaux. Voilà, c'est pourquoi je suis heureux aussi d'avoir la responsabilité de l'Association européenne de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, parce que ça va dans ce sens-là. Non, mais c'était pas l'essentiel, mais... Et puis j'en parle tout seul. Voilà. Alors, là, c'est vrai que la honte et la culpabilité, on pourrait dire, mais oui, mais c'est des concepts anciens, est-ce que c'est pas un peu démodé Non, c'est pas démodé du tout, parce que ça rentre justement dans un raisonnement, une approche psychopathologique qui est essentielle. Ce sont des concepts voisins, mais tout à fait distincts. Et comme je parle en premier, je vais essayer de faire quelques rappels développementaux et psychopathologiques et psychanalytiques autour de ça. Ce sont des concepts qui s'enracinent dans le langage courant, c'est-à-dire dans la vie de tout un chacun, et c'est aussi ça leur force. Alors la honte, je vais essayer de le dire avec les mots d'abord tout simple. La honte implique une perte de l'estime de soi. L'estime de soi, ça parle à tout le monde, je pense. On pourrait dire en termes un tout petit peu plus techniques qu'il y a une espèce d'hémorragie narcissique, c'est-à-dire une déperdition de l'image et de l'amour qu'on a de soi-même. La culpabilité implique une dimension d'auto-reproche par rapport à la perte de ceci ou de cela. Tout de suite, on voit bien que la honte et la culpabilité ne se situent pas de la même manière du point de vue de l'activité et de la passivité. La honte est plutôt vécue de manière passive, c'est quelque chose qui nous écrase, qui nous envahit. La culpabilité implique de se sentir actif à l'origine d'une catastrophe, d'une perte ou d'un événement triste X ou Y. La culpabilité, indirectement, est une recherche de maîtrise.
hein, c'est-à-dire se sentir coupable de tout. C'est peut-être très difficile à vivre, mais c'est se sentir dans la toute-puissance aussi. Et j'y reviendrai tout à l'heure, parce que l'entourage des personnes qui sont dans la culpabilité permanente le vivent d'ailleurs comme une emprise négative, difficile pour les relations. Voilà, mais alors, pour avancer un petit peu plus dans la direction psychanalytique, et j'imagine que Serge reprendra tout ça également à sa manière, la honte renvoie au moi idéal, qui est le moi initial de notre enfance, je vais y revenir dans un instant, au moi idéal, à l'idéal du moi, à nos idéaux, à ce qu'on aimerait être, à ce qu'on aurait aimé être, à ce qu'on a peur de ne pas avoir été. Tandis que la culpabilité renvoie au surmoi, même si tout le monde n'est pas psychanalyste ici, je pense que ce sont des notions qui sont passées dans le patrimoine linguistique et conceptuel général. Mais en même temps, les choses ne sont pas si simples parce que, notamment au regard du développement du tout petit, j'en dirai un mot tout à l'heure, et comme je viens de le dire, ces deux concepts, honte et culpabilité, posent la question du rapport à soi-même, mais aussi du rapport à autrui. Parce que être tout le temps dans la honte et être dans la culpabilité, ça a aussi de l'effet sur l'autre. C'est un petit peu le thème de la journée aussi, et des entraves de nos liens avec les patients et les familles. Et puis, j'ai mis ça en titre, et vraiment, je ne le sens pas comme un jeu de mots. Est-ce qu'on peut il y a une dialectique. Est-ce qu'on peut se sentir honteux d'être coupable? Est-ce qu'on peut se sentir coupable d'être honteux? Quand c'est le cas, ça redouble la difficulté et la souffrance psychique. Il y a un équilibre aussi à trouver entre ces deux pôles. Voilà, alors à 9h du matin, enfin 9h30, il y a des choses qui sont plus indigestes que d'autres, donc je vais essayer quand même d'être... il faut que je le fasse, ce petit rappel psychanalytique, mais je vais essayer de les faire légers quand même. Hein. Je voudrais dire un petit mot du moi idéal, de l'idéal du moi et du surmoi. Parce que je crois qu'il faut qu'on partage ça en arrière-plan de tout ce qui va se dire après. Le moi idéal, c'est le moi grandiose des débuts de la vie. On est tous passés par là, certains y restent, mais enfin on est tous passés par là quand on était petit. Et pour le comprendre, il faut faire une allusion à un article absolument formidable de Freud qui s'appelle « La négation ». Parce que vous savez que aujourd'hui, il y a des attaques forcenées contre la psychanalyse. Alors je répète sans relâche que ces attaques-là sont déjà attristantes, mais derrière les attaques contre la psychanalyse, il y a les attaques contre le soin psychique en général et les attaques contre les sciences humaines encore plus globalement. Donc ces journées-là sont très importantes pour défendre quelque chose qui est toujours vivant d'ailleurs, parce que malgré les attaques, la psychanalyse a apporté des notions fondamentales. Et je dis souvent à mes collègues neuroscientifiques que j'espère pour eux, mais je ne sais pas dans 100 ans, de quels sont leurs articles qu'on citera encore. Alors on a beau attaquer Freud, il se trouve qu'on cite encore ces articles 100 ans plus tard. Je souhaite le même destin à nos recherches actuelles. Hein. Et si la psychanalyse était vraiment morte, d'ailleurs, il n'y aurait pas besoin de l'attaquer. Voilà, alors donc quelques mots sur ces trois notions, moi idéal, idéal du moi et surmoi, ne sont pas superflus. Je disais, il y a un article formidable de Freud en 1925 qui s'appelle « La négation », qui est 2 pages et demie, mais qui sont d'une richesse inouïe. Moi, tous les ans, avec les étudiants de médecine, de psychiatrie, on le travaille dans un groupe, dans le DU, dans le diplôme universitaire. Chaque année, j'y retrouve des choses auxquelles c'est un texte vraiment incroyable, qui a été écrit en 1925. C'est important quand même de dire ça, à une époque où Freud, donc 5 ans après 1920, qui est la deuxième théorie pulsionnelle, pulsion de vie, pulsion de mort, et surtout 2 ans après la découverte chez Freud de son cancer de la mâchoire en 1923, dont il mourra 16 ans plus tard, donc en 1939. Et on voit bien que cet article, il est hanté par la question de comment on peut extirper de soi le mauvais, le dangereux, le menaçant. Ça veut dire que cet article est vraiment ancré dans l'histoire des idées de Freud et de son histoire personnelle, puisque en 1925, 2 ans après la découverte de son cancer, cette question se pose. La vie, la mort, et comment extirper le mauvais de soi.
Mais ça n'empêche que, même si une théorie est ancrée dans la vie personnelle de quelqu'un, elle débouche sur des choses qui sont de portée plus générale. Et dans cet article-là, qui parle d'abord des adultes, mais bon, qui dans la deuxième partie va s'occuper vraiment du bébé, du tout petit, du développement précoce, il y a cette idée très révolutionnaire à l'époque de dire que quand un bébé rencontre une nouvelle situation, une nouvelle personne, une nouvelle interaction, une nouvelle situation, si on essaie de déplier son acte psychique, eh bien, ça ne va pas suivre la logique adulte banale. C'est vrai que en 1925, la psychologie de l'époque disait si on rencontre un nouvel événement, on va d'abord se demander si cet événement est réel ou pas, et puis après, on va se demander s'il est bon ou mauvais. Ça, c'est la pensée psychologique académique, en quelque sorte. Alors que Freud, là, fait une espèce de coup de force, disant non. Quand un bébé rencontre un nouvel événement, eh bien, il va d'abord se demander s'il est bon ou mauvais. Et puis ensuite, il va se demander si vraiment ça existe et s'il peut le retrouver dans la réalité extérieure. Donc, une espèce de petit renversement qui est essentiel, parce que ça veut dire que pendant tout un temps, eh bien, le bébé, chaque fois qu'il rencontre un nouvel événement, une nouvelle personne, une nouvelle activité, un nouveau lieu, d'abord, il se demande plaisir ou déplaisir. Si c'est plaisir, il garde. Si c'est des plaisirs, il expulse vers le dehors. Je ne dis même pas encore projeté dans quelqu'un d'autre, parce qu'il est très jeune, très petit, l'autre n'existe pas en tant que tel, si bien différencié, mais il va expulser vers le dehors tout ce qu'il ressent comme mauvais, ou en tout cas dangereux, ou source de déplaisir. Et vous voyez qu'avec ce système-là, qui permet au bébé de construire quand même la frontière entre le dedans et le dehors, et bien dans un premier temps, tout le mauvais va être dehors, et tout le bon va être dedans, puisqu'il ne garde que le bon et il expulse le mauvais. Il éjecte, il excorpore le mauvais. Ce sont d'ailleurs les racines très très précocissimes de la paranoïa, avec un monde extérieur entièrement dangereux et un monde intérieur entièrement bon. Voilà, j'essaie de le dire et de me faire comprendre, même de ceux qui n'aimeraient pas la psychanalyse, mais j'imagine qu'il n'y en a pas trop ici. Donc ma tâche est facile. Voilà, donc en tout cas, on aboutit à un monde très clivé, avec un dedans entièrement bon, tout puissant, moi idéal, mégalomaniaque, c'est l'omnipotence précoce, infantile, et un extérieur entièrement mauvais. Et 1925, c'est il y a déjà longtemps, il faudra attendre bien sûr tous les travaux de Mélanie Klein et de ses successeurs pour aller vers la question de l'ambivalence. Mais au début, en 1925, Freud ne va pas plus loin. Donc le moi idéal, il est vraiment, le moi idéal, il est vraiment enraciné dans le tout début du développement, et c'est lui qui est en jeu dans la question de la honte. Alors que l'idéal du moi est plus tardif, c'est oedipien et post-oedipien, c'est le moi idéal qui va découler en quelque sorte des remaniements de la période oedipienne, et c'est un moi idéal transformé. Le moi idéal, tout est bon dedans, tout est dehors mauvais, il renvoie aussi à la question de l'être, des identifications primaires. Qu'est-ce que je suis? Qui suis-je? Mais du verbe être. Alors que l'idéal du moi, qui est oedipien et post-oedipien, va renvoyer plutôt à qui suis-je du verbe suivre. À qui dois-je ressembler? Comment est-ce que je peux rivaliser ou ne pas rivaliser avec le parent du même sexe, pas de l'autre sexe, enfin vous connaissez tout ça. Voilà, donc le passage du moi idéal omnipotent et renvoyant à l'être se fait vers l'idéal du moi, qui est oedipien, post-oedipien, identification secondaire, et qui est du côté de l'avoir. Avoir les mêmes qualités ou ne pas avoir les mêmes qualités que l'autre. Et dans tout ça, la culpabilité, c'est l'œuvre du surmoi qui va en permanence, toute notre vie, c'est ça qui est fatigant quand même, le surmoi, toute notre vie, il va essayer d'évaluer l'écart entre le moi idéal et l'idéal du moi. Et évidemment, il y a de grands écarts, parce qu'entre toute l'omnipotence initiale et ce que nous devenons après, il y a quelques renoncements, quelques pertes et quelques gaps qui s'instaurent. Voilà, mais le travail du surmoi, c'est d'évaluer, de juger, de jauger l'écart entre le moi idéal de départ et l'idéal du moi oedipien et post-oedipien. Et alors parfois, l'écart est énorme et la culpabilité est assez logique.
Parfois, il n'est pas énorme, mais on a un surmoi cruel, plus ou moins, qui va dire quand même, c'est terrible, c'est une source de culpabilité. Voilà. Cette évaluation par l'idéal du moi est donc conflictuelle, car elle se fait en fonction de la cruauté du surmoi. Alors ensuite, une fois qu'on a dit ça, il faut en rajouter quelque chose, c'est que toute la vie, ce qu'on appelle le courant narcissique et le courant objectal vont être en équilibre subtil. J'ai parlé de Freud en 1925, mais il faut dire aussi que Freud, il a eu 5 ou 6 années quand même de perplexité théorique entre 1914 et 1920. Parce qu'en 1914, jusqu'en 1914, il avait un système pulsionnel, les pulsions d'autoconservation pour la préservation de soi-même et les pulsions sexuelles pour la conservation de l'espèce et la reproduction. Et puis en 1914, il introduit le narcissisme et finalement il se dit que les pulsions d'autoconservation, ce sont des pulsions sexuelles comme les autres, mais qui au lieu d'être tournées vers l'autre, sont tournées vers soi-même. Et on a le choix en quelque sorte d'un équilibre entre aimer les autres, s'aimer soi-même. Et finalement en 1914, il se dit mais je n'ai plus besoin que d'un seul groupe pulsionnel, je n'ai pas besoin de deux. Mais en fait la pensée de Freud avait besoin de deux. Et il va mettre 5 ou 6 ans, jusqu'en 1920, où il va réinventer une deuxième théorie pulsionnelle, entre pulsion de vie et pulsion de mort. Et on voit quand même que pendant ces 5 ou 6 années, il est un petit peu en difficulté. Mais en réalité, le soi et l'autre sont, dans le développement précoce, très liés. J'y insiste parce que la honte paraît avoir plus rapport à soi et la culpabilité plus rapport à l'autre. Je vais montrer que c'est pas si simple, mais quand même les deux courants, s'aimer soi-même et investir les objets extérieurs, c'est un équilibre à chercher et à conserver, à préserver toute la vie, toute la vie. Et René Roussillon, plus récemment, évidemment, a beaucoup développé, vous savez, le concept de force de pénétration agie, en disant que quand on s'occupe d'une certaine d'un problème, finalement, il infiltre nos processus de pensée, notre clinique, nos pratiques, nos théories. Et par exemple, chacun le sait, ici, l'autisme autistise, la dépression déprime, la maltraitance peut rendre maltraitant, etc. etc. Et René Roussillon dit, bah oui, le narcissisme fait oublier l'objet. Alors qu'en fait, pour s'aimer soi-même, ça passe aussi par le regard que l'autre porte sur nous. On ne construit pas le narcissisme tout seul, on le construit dans la relation avec l'autre et le retour que l'autre nous fait de nous-mêmes. Donc le narcissisme n'exclut pas l'objet. Et si on se centre sur l'objet, on pourrait dire, ben alors on oublie le soi. Alors que la découverte de l'objet et la découverte du soi sont absolument indissociables, concomitantes et intriquées. Voilà, donc ça c'est vraiment important parce que ça veut dire aussi que la honte et la culpabilité vont être intriquées. Et je ne sais pas si Serge sera d'accord avec moi là-dessus, mais quelque part de ce fait-là, la honte et la culpabilité me paraissent en quelque sorte indissociables. Et toute la vie, narcissisme, l'investissement de soi-même, et objectalité, investissement des objets extérieurs, vont être en équilibre. Le bébé instaure d'abord son narcissisme, mais quand il va arriver en période oedipienne, ben, il va investir les objets parentaux et ça va réduire un petit peu le courant narcissique. Pendant la latence, tout ça s'atténue un petit peu. Puis au moment de l'adolescence, eh ben, le courant objectal est très fort à nouveau. Il y a une réactivation oedipienne des pulsions et les préoccupations narcissiques de l'adolescent vont venir équilibrer tout ça. Le courant narcissique et le courant objectal sont non seulement en équilibre, mais chacun peut être en une défense par rapport à l'autre, mutuellement. Pour dire encore un petit mot, vous savez que pour Freud, l'idéal narcissique, c'est pour alléger un petit peu l'atmosphère, l'idéal narcissique, pour lui, c'était des lèvres qui se baiseraient elles-mêmes. Je vous laisse réfléchir à la possibilité ou non de cette histoire. Des lèvres qui se baiseraient elles-mêmes. Et en fait, quand on pense à ça, eh bien, il y a tout de suite l'oralité qui arrive. Et j'aime bien vous parler de ça parce que je nous imagine tous ce soir faire ce petit exercice. Si on veut s'embrasser dans le miroir, il n'y a absolument rien à faire. Hein. On ne peut s'embrasser que sur la bouche.
Au dernier moment, on peut essayer de tourner la bouche pour faire autrement, mais non. Le point de contact sera forcément la bouche, ce qui veut dire que les racines du narcissisme plongent absolument dans l'oralité et le spéculaire aussi. Voilà, alors, est-ce que la honte et la culpabilité sont des affects, des émotions ou des sentiments? Je vais aller vite, mais ça, c'est quand même des questions de fond, hein, parce que après, quand on parle, on peut prendre les mots qu'on veut. Mais enfin, je veux dire, c'est pas pareil, des affects, des émotions et des sentiments. Winnicott, à la fin de sa vie, parce que c'était la fin de sa vie et que probablement il avait quelques angoisses de mort qui s'intensifiaient, il a beaucoup développé ce concept qu'il a appelé le sense of being, du verbe to be en anglais, le sense of being. Et en français, on a la chance de pouvoir le traduire selon les cas ou selon les objectifs. Soit on peut le traduire par sentiment d'être, to be, soit par sentiment d'exister. C'est presque pareil et c'est pas du tout pareil. Parce que le sentiment d'être ne passe par personne. Dès qu'il y a du vivant, il peut y avoir un sentiment d'être. Et c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais un fœtus, par exemple, avec toutes les images échographiques qu'on peut voir aujourd'hui, un fœtus, c'est une matière vivante, un organisme vivant, ça va de soi. Il n'a pas encore de rapport aux objets extérieurs, mais peut-être qu'il a un certain sentiment d'être, se sentir vivre, tout simplement, sans référence à l'autre. Tandis que exister, il y a ex dedans, ça fait référence à l'extérieur, aux objets. On peut se sentir être tout seul, c'est préobjectal, mais on ne peut pas se sentir exister sans exister par rapport à l'autre, par rapport à autrui et par rapport au regard que autrui nous renvoie. Alors ça va avoir quelque chose avec la discussion affect ou émotion. Parce que les affects, je caricature un petit peu pour ne pas être trop long, mais les affects renvoient à la métapsychologie freudienne, la théorie des pulsions. Les représentations sont liées à des affects plus ou moins fortement. L'affect est une représentation d'affect, est une représentation qui passe par l'organisation interne du sujet. C'est du côté du sentiment d'être. Quand on se sentir être, c'est avoir des représentations d'images et des représentations d'affect. Voilà. Tandis que les émotions, dans émotion, il y a et comme il y a ex dans exister, ça renvoie davantage à la théorie des relations d'objets et au rôle de l'autre dans l'histoire. Ça veut dire que les émotions sont partagées, alors que les affects sont personnels. Les émotions, alors est-ce qu'on partage avec l'autre des émotions de honte ou de culpabilité? C'est pas souvent comme ça qu'on en parle, mais moi je voudrais ne pas oublier le rôle de l'autre dans l'histoire. On en parle plutôt en termes d'affect, en référence à la métapsychologie initiale. Ceci étant, le mot de sentiment, par contre, qui est très utilisé, sentiment de honte ou de culpabilité, pour moi me paraît un petit peu plus flou et plus féminologique. Est-ce qu'on a des idées sur l'émergence des sentiments de honte et de culpabilité? Est-ce qu'on a une chronologie dans le développement des enfants? C'est des questions qui ont été vraiment étudiées. Dans ce que j'ai lu, je ne trouve pas grand-chose. Il y a les études de Pierre Jacob au CNRS qu'il a développées sur des situations expérimentales pour voir si les bébés très jeunes pouvaient ressentir de la honte ou de la culpabilité. En fait, c'est assez compliqué ça, parce que un enfant va très vite se sentir responsable de ses actions. Ça, c'est ce qu'on appelle l'agentivité. Par exemple, dans son berceau, un bébé va toucher le mobile qui est autour de lui. La première fois, c'est un peu par hasard. Et puis très vite, il va comprendre que s'il peut répéter l'action et la déclencher lui-même, être responsable des actions qu'il provoque, l'agentivité. Mais l'agentivité, c'est pas la culpabilité. Savoir ce qui se passe dans la tête d'un bébé à ce moment-là. Et pour ressentir de la culpabilité, probablement faut-il être déjà dans le sentiment d'exister, dans l'intersubjectivité, et se poser des questions sur ce qui se passe dans la tête de l'autre. Dans la tête de l'autre, notamment de la mère, est-ce que le plaisir, le déplaisir? Alors là, on voit que dans la première année de la vie, c'est quand même un petit peu compliqué. Encore que les études de Marie-Christine Laznick, par exemple, sur les premiers signes de risque d'autisme, laissent penser qu'un enfant peut, c'est le troisième temps de la pulsion, quand il réenclenche quelque chose qui a fait plaisir à la mère, on a l'impression que dès l'âge de 7, 8, 9 mois, il peut vraiment essayer de prendre en compte
le plaisir pulsionnel, déclencher le plaisir pulsionnel de l'autre. Mais ça, c'est du côté du plaisir. Est-ce que du côté du déplaisir, il peut avoir, dès cet âge-là, le vécu de déclencher le déplaisir de l'autre et s'en sentir responsable et s'en sentir coupable? C'est quand même difficile à dire. Et pareil pour la honte, je crois. Voilà, la position dépressive kleinienne impose un souci pour l'objet, mais pas forcément la culpabilité et la honte. L'angoisse winnicottienne de vérification de la solidité de l'objet ne fait mention ni de honte ni de culpabilité. Et puis, tout ça demanderait encore des renversements. Hein. La culpabilité par rapport à l'autre, d'accord, mais on peut se sentir coupable par rapport à soi-même. Et la honte par rapport à soi-même. Et l'inverse, vous avez dit de la fierté, vous avez trouvé un autre mot aussi. Du point de vue psychanalytique, la honte est l'inverse de l'ambition. Et Michel Soulet avait beaucoup étudié la honte des enfants énurétiques qui ont du mal à mettre en place l'ambition de contrôler leur sphincter. Voilà. Alors, dernier mot, c'est que, mais j'ai déjà dit, tout ça, c'est des réflexions au niveau du développement, au niveau de l'approche psychanalytique du développement. Il reste que dans la relation de tous les jours, quelqu'un qui est dans la honte et dans la culpabilité permanente a un effet d'emprise agressive, indirecte sur l'autre, qui est très fort, d'où la difficulté, d'ailleurs, de l'entourage des patients dépressifs profonds, en particulier. Voilà. Alors maintenant, je voudrais prendre quelques exemples cliniques pour illustrer tout ça. Et dire d'abord alors j'annonce que je voudrais dire quelques mots rapides des dépressions du bébé, des dépressions de l'adolescent, des dépressions maternelles postnatales. Je n'ai ni honte ni culpabilité à insister sur la dépression, parce que je pense que la question est centrale dans l'histoire de la honte et de la culpabilité. Mais après, je terminerai par quelques réflexions sur les relations entre parents d'autistes et professionnels, parce que là, on sait à quel point la question de la culpabilité a pu être une entrave à notre travail avec ces familles. Alors, assez rapidement, André Green a écrit en 1980 à peu près un article extrêmement important sur la mère morte. Je pense que tout le monde le connaît, mais j'en dis un mot. En plus, ce que André Green disait à l'époque, en écoutant des patients adultes et en reconstruisant quelque chose de leur vie initiale, de leur histoire initiale, entrait en écho absolument avec ce que Léon Kressler décrivait à l'époque chez les bébés par l'observation directe des enfants. Donc, quand deux cliniciens, chercheurs, théoriciens arrivent un peu aux mêmes conclusions, les uns en partant de l'adulte de manière rétrospective et les autres en partant du bébé de manière observation, ça donne quand même un sentiment de sécurité de ce qui est avancé. C'est assez rassurant. Alors, André Green, donc en écoutant des patients adultes qui faisaient l'analyse avec lui, a été amené à se dire que, dans certains cas, dans la dimension du transfert et du contre-transfert qui s'établissait, ces patients lui faisaient revivre à lui quelque chose de la dépression précoce qu'ils avaient vécue envers leurs images parentales, envers leur mère, pour dire vite. Et ce qu'il a appelé la dépression de transfert. Dans le transfert, les patients revivaient quelque chose de leur dépression initiale, mais faisaient vivre à André Green ce que peut-être le père, la mère, les adultes de l'époque du bébé vivaient à ce moment-là. Et il a été amené à considérer que certains enfants avaient rencontré tout de suite une atmosphère familiale déprimante, que d'autres avaient d'abord connu une mère qui allait bien, une famille qui allait bien, et puis il y avait une cassure, et là l'enfant devait s'organiser par rapport à ça, et il a décrit 4 grands mécanismes de défense sur lesquels je voudrais insister un tout petit peu, parce que qui montrent bien la place, le risque de honte et de culpabilité qui s'instaure là. Il a dit face à une mère... Alors je dis tout de suite que quand un bébé souffre de la psychopathologie de ses parents et d'une dépression maternelle en particulier, c'est qu'il y a aussi toute la faillite des tiers. Parce qu'il ne faut pas qu'on revienne à une psychopathologie linéaire et culpabilisante, justement.
toutes les mères dépressives n'ont pas des bébés qui vont mal, et tous les bébés déprimés n'ont pas des mères dépressives. Il y a à prendre en compte toujours un modèle polyfactoriel avec la question des tiers. Vraiment, je le pense dur comme fer. Quand un bébé souffre de la pathologie des parents, ça peut exister quand même des parents pathologiques, on ne va pas faire d'angélisme, mais si un parent souffre de la pathologie des parents, c'est qu'il y a eu une faillite des tiers qui aurait pu ou qui aurait dû le protéger. Et d'ailleurs, la faillite des tiers est un problème en soi, même si les parents sont en pleine forme, parce qu'un bébé a absolument besoin d'être ouvert à la différence et à la tiercéité, même quand les parents sont en bonne santé psychologique. Bon, mais malgré tout, rencontrer un père paranoïaque ou une mère dépressive n'est pas forcément un avantage dans la vie. Et donc, André Green a essayé de réfléchir à ça. Et il a dit, face à une mère, une organisation, une famille dépressive, le bébé va se défendre par plusieurs moyens. Et il a énoncé 4 grands mécanismes très importants à avoir en tête quand on regarde un bébé dans une situation difficile. Soit le bébé peut renoncer à la mère quand il sent qu'elle n'est plus comme avant. Il va renoncer à elle activement. Ça le protège peut-être des difficultés maternelles, mais c'est extrêmement dangereux et coûteux psychiquement, parce qu'un bébé a besoin des adultes qui prennent soin de lui. Il est très néothène, il est très immature. Renoncer à la mère, je veux dire, c'est peut-être facile à dire, mais je veux dire, c'est extrêmement dangereux, extrêmement dangereux. Renoncer à la mère dépressive, ça fait un petit peu, vous voyez, c'est pour rester actif dans le système. C'est un petit peu comme ce personnage de Molière, j'ai oublié son nom, et je ne sais même plus dans quelle pièce c'était, mais enfin ce que je vous dis est quand même vrai. Il y a un personnage de Molière, dans une pièce de Molière, une femme qui vieillit, et qui donc est moins séductrice, qui a moins d'amants qu'elle n'en a eu auparavant, et Molière fait dire d'elle à quelqu'un, un personnage, elle renonce, parce que cette femme se déprime et se retire un petit peu du monde, et Molière fait dire d'elle, elle renonce au monde qui la quitte. C'est magnifique ça. Elle renonce au monde qui la quitte, et c'est pareil pour le bébé. Le bébé renonce à la mère qui la quitte quand elle est déprimée, mais renoncer à la mère, même à une mère déprimée, c'est extrêmement dangereux du point de vue développemental. Voilà. Et donc il y a un risque. C'est pas tout de suite que ça va se jouer pour le bébé, mais là il y a un risque bien sûr narcissique, parce que la mère est un objet qui doit renvoyer à l'enfant des signaux sur lui-même, et si cette fonction miroir, si cette fonction réfléchissante disparaît, alors elle devient un objet décevant, comme l'a expliqué René Roussillon, et un objet décevant, c'est un objet qui ne nous renvoie pas suffisamment d'informations sur nous-mêmes, et donc un bébé, dans ces conditions, ne peut pas construire correctement ses assises narcissiques. Donc renoncer à la mère dépressive comporte en soi un risque narcissique très important, et donc peut-être de honte dans un deuxième temps. Mais le bébé, selon Green, peut aussi, tout à la fois d'ailleurs, hein, ça dépend, c'est antinomique, mais ça peut être simultané, de temps en temps renoncer à la mère qui le quitte, mais aussi, pour ne pas la perdre tout à fait, s'identifier à la mère dépressive. S'il ne peut plus l'avoir dans la relation comme avant, alors le dernier lien qu'il peut avoir avec elle, c'est d'être comme elle. Mais être comme elle, ça veut dire être dépressif comme elle, en miroir, ce qui est très dangereux aussi, et ce qui comporte également un risque narcissique. Troisième mécanisme formidablement bien perçu par André Green, c'est ce qu'il a appelé l'incrimination du tiers. Un bébé face à une famille ou une mère dépressive qui n'est plus dans la relation comme elle était auparavant, qui est là, c'est pas une carence quantitative, c'est une carence qualitative, elle est là, mais le cœur n'y est plus là. Bon. Eh bien, le bébé peut se dire, qu'est-ce qui a changé la mère ? Et chercher le coupable autour de lui. Et plutôt que de se dire, c'est moi qui ai changé la mère. Et le premier coupable à portée de main, c'est, disons, le père, enfin le tiers, le père. Voilà. Et André Green, dans cet article, La mère morte, dit, ça ressemble à l'Oedipe, ça a le goût de l'Oedipe, mais ça n'est pas de l'Oedipe. C'est-à-dire que, bien sûr, le bébé, imaginons un bébé garçon, il a la nostalgie de la mère d'autrefois, il incrimine le père, il a un mouvement agressif envers le père dont il se dit c'est lui qui a changé la mère, donc il a une hostilité envers le parent
du même sexe, une nostalgie amoureuse du parent de l'autre sexe, ça ressemble à l'Oedipe, ça n'est pas de l'Oedipe, c'est une triangulation, une pseudo-oedipification très précoce qui peut déboucher sur des conduites, sur des organisations borderline, selon Green, mais incriminer le tiers, là, à distance, plus tard, dans la reconstruction, ça peut être un risque de culpabilité important. Et enfin, quatrième et dernier mécanisme de défense cité par André Green, pour garder le lien avec la mère dépressive, il peut s'identifier à l'objet du deuil de la mère. Et là, s'enracinent sans doute beaucoup de nos vocations soignantes, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est pour ça que l'enfance des psychiatres d'enfants est quand même si importante. Hein. Et quand j'entends aujourd'hui des doyens de faculté dire aux étudiants, et surtout, ne faites pas de psychanalyse, vas-y. Je dis que vraiment il y a un problème. Parce qu'on ne peut pas comprendre les bébés et les enfants des autres sans s'être un tout petit peu interrogé quand même sur l'enfant qu'on pense avoir été soi-même. Freud lui-même a commencé à soigner sa mère très tôt, à 18 mois, quand il a perdu son frère Julius, et vous voyez ce que ça a donné. Alors, quand je dis ça, des gens me disent « mais tous les enfants de mères déprimées ne deviennent pas Freud ». Ça, c'est vrai aussi. Puis certains doivent s'en réjouir d'ailleurs, mais enfin bon. Mais quand même, les vocations soignantes, c'est pas à l'adolescence que ça se déclenche, ça se réactive à l'adolescence, mais sans doute en fonction d'événements très précoces, et notamment dans cette relation avec nos objets parentaux, qui ont pu avoir des difficultés, qui pour nous sont une source éventuelle de honte et de culpabilité. Alors, j'irai très vite sur les dépressions de l'adolescent, juste pour dire, parce que je ne sais pas pourquoi, je ne le sais pas, mais j'imagine vaguement que Serge va en parler. Peut-être je me trompe. En tout cas, pour dire que ce sont des dépressions souvent très douloureuses, parce que dans cette période de l'adolescence où il y a une transformation à la fois physique et psychique, la puberté physique et le pubertaire psychique de Philippe Gutton, ce sont souvent des dépressions mixtes, à la fois fondées sur la honte, c'est ce qu'on appelle les dépressions narcissiques, et à la fois fondées sur la culpabilité, ce qu'on appelle les dépressions objectales. Mais à l'adolescence, c'est souvent une intrication très forte de ces deux courants, qui donne aux dépressions d'ailleurs de cette période de la vie vraiment une acuité douloureuse très grande. Ça ne veut pas dire que c'est forcément plus grave pour la suite. Beaucoup d'adolescents sont déprimés à tel ou tel moment. Hein. Enfin, on peut être malheureux sans être malade. Je pense que chacun en a fait l'expérience. Il y a beaucoup d'adolescents qui sont malheureux et déprimés, sans pour autant être psychiatriquement déprimés. Mais ces deux courants sont très actifs chez eux. Les transformations physiques sollicitent le narcissisme et les transformations psychiques. Pourquoi est-ce que je me mets maintenant à penser des choses comme ça sollicite la culpabilité. Les deux courants sont très intensément liés. Voilà, alors je voudrais dire un mot des dépressions maternelles postnatales, parce que là, on voit très bien que la honte et la culpabilité nous ont gênés, nous gênent encore dans la prise en compte de ce problème de santé publique qui sont les dépressions maternelles postnatales. Les dépressions maternelles postnatales, c'est pas le postpartum blues. Hein. Le postpartum blues, c'est le petit mouvement dépressif que toutes les femmes vivent pendant les 3, 4, 5e jours qui suivent la naissance. La naissance physique est marquée par l'accouchement et la naissance psychique serait davantage marquée par le postpartum blues, qui est absolument quasi universel. 75 à 80% des femmes dans le monde entier vivent ce petit mouvement-là, qui marque psychiquement la fin vraiment de cet état de grossesse. Selon les cultures, selon les pays, ça s'exprime un peu différemment, mais en fait c'est un mouvement qui est sans doute tout à fait naturel, et sans doute faut-il s'inquiéter davantage pour les 15 à 20% de femmes qui ne vivent véritablement aucun blues actuellement. C'est la fille de Monique Bydlowski qui s'est beaucoup intéressée au blues maternel, Sarah Bydlowski, et qui a d'ailleurs montré que certaines caractéristiques du blues maternel pouvaient être de bons indicateurs de risque d'une dépression maternelle postnatale quelques semaines après, et qu'en faisant sortir les femmes très vite de la maternité dès le 2e jour, on se prive sans doute d'une observation de ce petit mouvement du blues qui serait cliniquement très, très utile. Bon, on ne reviendra pas en arrière, les maternités
ne garde pas longtemps les patientes, mais donc peut-être faut-il penser vraiment à des systèmes de visite à domicile ou quelque chose comme en Angleterre pour aller voir si au 3e, 4e, 5e jour le blues se passe correctement ou pas correctement, parce que ça permet d'organiser la prévention des dépressions maternelles postnatales. Mais les dépressions maternelles postnatales proprement dites, c'est pas ça. C'est le maximum, c'est 5 à 6 semaines après. Tout le chapitre de la psychiatrie périnatale a commencé avec l'étude des dépressions maternelles postnatales, et en particulier en Angleterre avec John Cox, avec son échelle de dépistage du risque, Shani Kumar et plein d'autres. Mais là, la dépression maternelle postnatale de la 5e ou 6e semaine qui suit l'accouchement, c'est une pathologie vraiment. C'est une pathologie, et pourtant c'est 15 à 20% des femmes. Quand on prend toutes les dépressions maternelles postnatales, toute gravité confondue. C'est quand même très rare d'avoir une maladie, une vraie pathologie, de fréquence 15 à 20%. On n'a pas beaucoup d'autres exemples en médecine ou en psychiatrie. 15 à 20% de pathologies, de situations véritablement pathologiques. Alors certaines très graves, certaines moins graves, bien entendu. Mais quand même 15 à 20%. Et pourtant, 15 à 20%, on est passé à côté depuis des siècles et des millénaires. Hippocrate avait un petit peu attiré l'attention. Ensuite, plus récemment, au XVIIIe siècle, il y a eu Marsay. La société Marsay tire son nom de cet élève de Pinel qui a été l'un des premiers à décrire quelque chose d'un mouvement dépressif chez les femmes qui venaient d'accoucher quelques semaines avant. Mais quand même maintenant, ce problème de santé publique dans un pays comme le nôtre n'est pas suffisamment pris en compte. Bon, il y a les contraintes économiques, il y a des tas de choses qui pèsent, bien sûr, mais il y a aussi le fait qu'il y a autour de ces dépressions maternelles postnatales des réactions et des organisations psychiques qui empêchent de l'avoir. Et c'est ça qui me renvoie à la question de la honte et de la culpabilité. Parce que quand une femme vient d'accoucher, dès la maternité, et puis ensuite même chez elle, bon, si elle n'a aucune visite, elle va se déprimer, ça d'accord. Mais même si elle a des visites, tout le monde vient, Michel Soulet insistait beaucoup là-dessus, tout le monde vient et lui dit « alors ça va ?» hein. Et d'ailleurs, quand on dit « ça va » à quelqu'un, on ne s'attend pas à ce qu'il nous dise « ça va mal ». On a surtout envie qu'il nous dise « ça va » et qu'on passe à autre chose. Hein. Et même quand on dit à l'autre qui me demande « ça va » et on répond « ah oui, très bien », ça surprend. Hein. Le ça va, c'est complètement vidé. Alors ça va, oui, on va. Et puis alors surtout, en dehors du ça va, il y a toutes les visites viennent et lui disent quel heureux événement. Quel heureux, ça s'appelle comme ça la naissance, un heureux événement. Pourquoi ce serait forcément heureux? Là, il y a vraiment une formation réactionnelle pour ne pas vouloir entendre que la naissance peut ne pas être un événement heureux. Mais dans ce contexte-là, si une femme, et les femmes qui viennent d'accoucher dans nos sociétés se sentent souvent assez seules, les grands-parents, la mère, les parents de la mère ne sont pas forcément au même endroit. Il y a enfin Monique, la mère, là, Lidlowski en a beaucoup parlé, un sentiment de solitude assez fréquent, d'où l'intérêt d'ailleurs des observations directes et des visites à domicile qui peuvent être très importantes. Les mères peuvent se sentir assez seules, malgré ces visites fugitives de ça va. Et donc quand elles ressentent que ça ne va pas, elles peuvent avoir une grande honte à ne pas être heureuse, alors que tout le monde lui dit « tu devrais être heureuse », et une très grande culpabilité aussi de se dire « est-ce que dans ce climat-là, je vais être capable de m'occuper correctement de ce bébé qui vient de naître ». Voilà, donc là, on est vraiment, je crois, dans le domaine du thème de la journée, la honte et la culpabilité de la mère qui n'arrive pas à parler de sa dépression maternelle postnatale dans un climat social qui n'est pas favorable à cette expression-là. Eh bien, ça gêne, ça nous a gêné, ça nous gêne encore dans la reconnaissance de ce problème de santé publique crucial, 15 à 20% de femmes qui se dépriment après la naissance. Voilà, alors il faut que tout le monde travaille. Enfin, je veux dire, tout le monde, c'est pas simplement les soignants. Il faut que quelque chose dans la société se transforme pour admettre l'idée qu'à la fois, d'ailleurs, on peut être très heureux d'avoir accouché ou avoir eu un bébé. L'ambivalence, c'est quand même à la fois très heureux et à la fois ne pas se sentir disponible, heureuse d'avoir à faire tout ce qu'il y a à faire. Alors je ne vous parle pas quand c'est des jumeaux et des triplés.
Après naissance de jumeaux, c'est 50% de dépression maternelle postnatale, et après les triplés, 70%, je m'arrête. Hein. Mais ça veut dire que quand il y a des grossesses multiples, il faut aussi des systèmes sociaux d'accompagnement qui permettent aux parents de ne pas être dans un enfer. Dans un enfer où pendant quelques mois, je veux dire, c'est un enfermement. Dans enfermement, il y a enfer d'ailleurs. Hein. Bon, c'est la première fois que je m'en aperçois. Voilà, là c'est un enfermement infernal autour d'un bébé, si personne ne reconnaît la possible souffrance de la mère autour de ça. Voilà, et je termine en évoquant les relations des professionnels avec les parents d'enfants autistes, parce que là aussi, la question de la culpabilité pèse encore, je crois, dans nos relations entre parents et professionnels. Et c'est important à dire dans ce contexte où on est dans le quatrième plan qui ne s'appelle pas quatrième plan, qui s'appelle plan stratégie et développement. C'est une sociologue, Brigitte Chamac, qui a fait sa thèse, mais qui a publié toute une série d'articles très importants sur l'histoire des relations entre parents et professionnels en France, des parents d'autistes et professionnels en France. Et elle précise trois phases. La première, après la découverte de l'autisme par Kanner en 1943, donc pendant les années 50-70, grosso modo, une première période extrêmement fructueuse, où les parents et les professionnels ont travaillé la main dans la main. D'ailleurs, la plupart des hôpitaux de jour qui ont été créés à l'époque ont été le fruit d'une collaboration très active entre les parents d'enfants autistes et les professionnels de l'époque. Ça, c'est la première période, un petit peu pionnière et angélique. La deuxième période que Brigitte Chamac repère, c'est la période autour de Bettelheim, cette période où les parents ont commencé à se sentir accusés, culpabilisés, voilà, par la psychanalyse, par Bettelheim, de l'autisme de leur enfant, ce qui est évidemment inacceptable. Et alors, est-ce qu'il y avait vraiment ça chez Bettelheim? Pas vraiment ça chez Bettelheim, c'est un autre débat, je vais laisser ça de côté. Il a sans doute été aussi mal lu, parfois mal utilisé, mais enfin le résultat était là. Les parents se sont sentis accusés par les psychanalystes de l'époque, dans les années 70-80, d'être à l'origine de l'autisme de leur enfant, donc une agressivité phénoménale est à ce moment-là montée, ce qui se comprend tout à fait d'ailleurs. Hein. Et la troisième période décrite par Brigitte Chamac, dans laquelle on est aujourd'hui encore, c'est une période depuis les années 90, on peut dire, une troisième période où la question n'est plus tellement d'être anti-psychanalyse ou pas anti-psychanalyse pour les parents d'enfants autistes, mais plutôt d'être anti-psychiatrie pour un grand nombre de parents d'enfants autistes, surtout dans les pays anglo-saxons, mais aussi dans le nôtre. La psychanalyse, l'autisme n'est finalement pas une question de maladie mentale, mais c'est un handicap, un trouble neurodéveloppemental qui est à remédier cognitivement, à réhabiliter, à pallier, mais pas forcément à soigner. Bon, c'est un débat qui peut être intéressant, tout à fait. Trois périodes. Mais trois périodes, donc, la deuxième laisse encore aujourd'hui des traces très marquantes et qui nous gênent encore dans nos relations avec un certain nombre de parents. Et là, je voudrais vraiment rappeler une position très intéressante de Harold Searles, un psychanalyste ancien, mais qui, à propos non pas de l'autisme, mais de la pathologie en général, Harold Searles, c'est toutes les études sur le contre-transfert et l'effort pour rendre l'autre fou. Enfin, c'est des textes magnifiques. Je termine là-dessus. Harold Searles disait, à sa manière, enfin, je le traduis, quand on s'occupe d'un enfant, on ne peut pas s'occuper d'un enfant, c'était avant la période de l'autisme et de tout ce qu'il y a, c'était assez prémonitoire. On ne peut pas s'occuper d'un enfant en pensant que tous ses malheurs viennent de ses parents. Première fois. Parce que c'est faux. Et qu'on est toujours dans des modèles polyfactoriels où les défaillances parentales ne sont qu'un élément parmi d'autres. Et je vous disais tout à l'heure, si défaillance parentale il y a, ou si psychopathologie parentale il y a de toute façon aussi un échec des tiers protecteurs qui auraient dû protéger l'enfant. Donc d'abord, c'est faux, disait-il. Mais deuxièmement, même si c'était vrai, c'est pas tactique, parce que ça empêche toute alliance thérapeutique avec les familles. Là, c'est vraiment le sujet de la journée.
Si on s'occupe d'un enfant en pensant que ce sont les parents qui sont responsables de son autisme ou de quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, les parents vont le sentir, quand en plus on ne le leur dit pas, mais enfin, ils vont le sentir, et dans ces conditions-là, c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui. Il n'y a aucune alliance thérapeutique facile avec des parents qui se sentent accusés par nous des difficultés de leur enfant. Mais le troisième point est encore plus important chez Harold Searle. Même si c'était vrai, et même si ça n'était pas un problème tactique, ce serait de toute façon dangereux pour l'enfant lui-même. Parce qu'un enfant, tout enfant a une vocation thérapeutique par rapport à ses parents. Alors là, c'est plus winnicottien. Et si les soignants qui aident l'enfant l'aident en pensant que toutes ces difficultés viennent des difficultés de ses parents, lui-même un jour va se déprimer et se sentir coupable de ne pas avoir su rendre ses parents suffisamment bons, de ne pas avoir su les soigner. Donc cette attitude, éventuellement, qui fait honte aux parents ou qui culpabilise les parents des difficultés de leur enfant, eh bien, ne peut être qu'un obstacle profond à notre lien professionnel avec eux, à nos interventions thérapeutiques. J'espère que ça n'est plus le cas aujourd'hui, mais en fait, je sais que ça l'est encore dans certains endroits, et c'est tout à fait dramatique, parce que vraiment, les psychanalystes qui culpabilisent les parents de l'autisme de leur enfant sont les pires ennemis de la psychanalyse et nos pires alliés. Ce sont de très mauvais alliés. Il vaut mieux avoir de bons ennemis que de mauvais alliés, et je ne peux pas me reconnaître dans ces positions-là. Oui, j'ai simplement voulu insister sur le fait que nos vocations thérapeutiques peuvent aussi s'enraciner dans ces mouvements de honte et de culpabilité hyper précoces de notre histoire, et que surtout aujourd'hui, un psychanalyste raisonnable, un jour j'ai dit ça dans une assemblée de parents d'enfants autistes très virulents, et ils m'ont dit mais ça n'existe pas, les psychanalystes raisonnables. J'ai dit si, je pense quand même, mais les psychanalystes raisonnables, ce sont justement ceux qui restent dans un modèle polyfactoriel et non culpabilisant pour les parents, sinon on n'a aucun moyen de travailler avec eux. Je vous remercie beaucoup de votre attention.